Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec ma camarade Aurélie Mbida, chef du pôle économie de Jeune Afrique qui m'accompagne une fois encore. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Un grand invité qui nous vient d'un pays en pleine transformation après des années agitées, le Sénégal. Bonjour Omar Cissé. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Omar Cissé, le patron d'InTouch, une des références en Afrique dans le domaine du paiement mobile, devenu indispensable au développement de l'économie du continent. Énormément d'enjeux autour de ce secteur où la concurrence fait rage. Avant tout, et pour mieux vous connaître, on reprend votre parcours avec Aurélie. Alors Omar Cissé, faire bouger les lignes du secteur FinTech en Afrique semble être votre credo. Vous êtes né à Dakar en 1976, où vous avez grandi avec un goût prononcé pour les sciences et les nouvelles technologies, un domaine où, dès le début, vous sentez que vous pouvez faire la différence. Mais avant de devenir le fondateur d'InTouch, cette start-up qui a transformé la manière dont les Africains payent et reçoivent de l'argent, Omar Cissé, vous avez fait vos classes. Vous êtes diplômé en ingénierie informatique de l'école polytechnique de Dakar. Mais très vite, l'appel de l'entrepreneuriat devient un peu trop fort pour être ignoré. Ce désir d'innover et de créer des solutions pour votre continent vous pousse à rejoindre CETIC Dakar, l'un des premiers incubateurs technologiques en Afrique de l'Ouest. Là-bas, vous accompagnez et formez de jeunes pousses tout en nourrissant votre propre ambition. Que reste-t-il, Omar Cissé, de cette période à titre personnel ? Est-ce que vous avez le souvenir d'autres jeunes pousses qui sont devenus célèbres comme vous ? Oui, je dirais pas célèbre, parce que je ne considère pas que je suis célèbre tel que vous En tout cas, reconnu dans votre secteur. Reconnu, effectivement, mais oui, je suis très fier de cet épisode où nous avons pu accompagner des entrepreneurs et nous les avons vus grandir. Aujourd'hui, vous verrez des entreprises comme People Input avec qui nous avons travaillé, des entreprises comme Nelam Services, des entreprises comme Mluma qui est dans l'agriculture et beaucoup d'autres entreprises. Donc, je suis très content, après autant d'années, de trouver que ces entreprises sont toujours en activité. En tout cas, c'est en 2014 que vous franchissez un cap et lancez InTouch. L'idée, une plateforme développée sous la marque Touchpoint qui permet de regrouper plusieurs moyens de paiement, mobile money, carte bancaire, cash, en un seul terminal, simple mais révolutionnaire. Très vite, votre projet fait parler de lui et des investisseurs comme Total, Energy et Worldline ne tardent pas à se joindre à l'aventure. Aujourd'hui, InTouch, c'est 23 filiales en Afrique et 16 pays d'implantation, ainsi que des millions d'utilisateurs touchés. Mais derrière ce succès, Omar Cissé, vous restez attaché à vos racines. Vous parlez fréquemment de votre enfance à Dakar lorsque vous donnez des interviews à la presse ou lors de vos nombreuses interventions publiques sur le secteur de la tech. Vous êtes en quelque sorte l'un des chantres de l'inclusion financière et de l'importance de donner à l'Afrique les outils nécessaires pour y parvenir. D'où la question personnelle. Cette idée, elle vient d'où ? Est-ce que ça vient d'un moment de vie quotidienne ? Cette envie de favoriser l'inclusion financière, un moment familial pendant votre jeunesse, peut-être, dans votre voisinage ? Effectivement, je pense que c'est plus après être sorti de l'école et avoir créé les premières entreprises qui ont été des entreprises à succès et après avoir accompagné des entrepreneurs dans l'incubation, puis cofondé Teranga Capital, j'ai eu cette envie d'accompagner une ambition panafricaine. Une ambition panafricaine dans l'inclusion financière. Et donc, je me suis intéressé à un projet que j'ai lancé dans la banlieue de Dakar, où j'ai voulu permettre aux commerçants de gérer de manière beaucoup plus simple les transactions financières. Comme vous le savez, il y a une quinzaine de solutions en Afrique en termes de mobile money, de transfert d'argent, de paiement de factures d'eau et d'électricité, et tout passe par le commerçant. Et si le commerçant doit avoir autant de solutions, autant de terminaux que de solutions, il ne s'en sort plus. Donc c'est la réalité du terrain, vos contacts avec les commerçants de votre quartier, finalement, votre observation. C'est exactement ça. C'était un vrai besoin. Nous pensons que le mobile money ne saurait se développer en Afrique sans ce commerçant-là. Si nous ne facilitons pas la vie à ce commerçant-là, ça devient un vrai frein à l'inclusion financière. Aurélie.
Alors en parallèle de votre vie d'entrepreneur, Omar Cissé, vous êtes aussi un mentor pour les jeunes générations. Vous aimez partager vos discours, vos réussites comme vos échecs pour montrer qu'en Afrique, il est possible de réussir, de rêver grand et de bâtir des entreprises capables de rivaliser sur la scène internationale. Mentor donc, mais figure aussi de la fintech en Afrique, puisque vous avez travaillé et évolué de près ou de loin avec tous les grands noms du milieu, dont Kourassen, votre compatriote à la tête de la direction régionale de Wave, qui ne connaît pas Wave aujourd'hui, spécialiste du mobile money, après Wizall et Orange, elle vous a rejoint à InTouch afin de définir le premier modèle d'affaires de votre agrégateur de solutions de paiement. Elle vous a rejoint avant d'en partir. C'est bien Quelles ça. sont vos relations aujourd'hui avec Kourassen et comment vous jugez la déferlante Wave sur le continent? Nos relations sont restées très bonnes, pour ne pas dire excellentes. Koura a été une excellente collaboratrice chez nous et s'est occupée des opérations. Et ensemble, elle a vraiment accompagné InTouch dès le début, même avant de rejoindre InTouch. Elle était aussi avec Aviso, comme vous le dites, et a participé à la conception du business plan. Donc nous avons fait ce cheminement ensemble et nous continuons à cheminer ensemble. Nous accompagnons les acteurs de l'écosystème comme Wave dans les pays où nous nous développons. Et nous espérons en tout cas que cette collaboration va encore être encore plus fructueuse. Dans les stations-service, je crois, c'est ça, des solutions de paiement? Les solutions de Wave sont déployées chez nous dans les stations Total, effectivement, et chez d'autres clients. Wave est un de nos premiers partenaires dans le paiement aussi, comme les Orange. On retrouve aussi tout au long de votre parcours d'autres alliés de la fintech, Ejara, Jamo pour ne citer que, un petit milieu finalement, mais on sait aussi que votre autre vous est bien loin de la technologie, des réseaux, de la finance, puisque vous possédez une ferme entre Bambilor et Kayar, à environ 50 km de Dakar, un élevage bovin, des plantations, une quinzaine de personnes qui y travaillent. Une autre facette, donc, qui, on reviendra bien sûr durant l'entretien, façonne vos convictions d'entrepreneur voué aux priorités du continent. Omar Cissé a-t-il les pieds sur terre? Agriculteur et pilier de la fintech sénégalaise, il est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous allons parler aussi et plus largement de l'économie sénégalaise, de ses liens avec la région et avec le reste du monde, et de quelques autres thématiques dont je garde le secret. Entretien à lire dans les colonnes de Jeune Afrique sur jeuneafrique.com et à découvrir en vidéo sur YouTube. Vous connaissez le chemin. Omar Cissé, les présentations sont faites. Parlons d'abord business, de votre business. InTouch, lancé donc en 2014 avec l'idée de simplifier les paiements en Afrique. Quelles ont été vos principales sources d'inspiration? Dans quelle mesure vous avez eu d'autres modèles africains? On pense à M-Pesa au Kenya, par exemple. Ou est-ce que, tout simplement, est-ce que c'est le cas? Nous avons plutôt été inspirés par, on va dire, en tout cas dans toutes mes différentes expériences, je me suis toujours concentré sur un problème. Et pour InTouch, ça a été vraiment ça. Quel est le problème qu'on pouvait résoudre qui pourrait faire en sorte que nous puissions développer l'inclusion financière en Afrique? Et c'est dans ce cadre-là que nous avons identifié qu'il n'était pas très simple pour un commerçant de faire toutes les transactions, notamment au mobile money. Pour information, aujourd'hui en Afrique, globalement dans le monde, on se retrouve avec près de 8 millions de commerçants qui font les transactions et plus de la moitié se trouve en Afrique subsaharienne. Et donc le mobile money en Afrique subsaharienne est très développé. Et on parle d'un peu plus de 118 milliards de dollars de transactions tous les ans. Et donc vous avez été regarder ce qui se fait dans d'autres pays du continent, et y compris en Afrique anglophone? Exactement. Je pense que le Kenya, notamment M-Pesa, comme vous le dites, a été un des précurseurs et a beaucoup inspiré l'Afrique. Et je pense que de cela, le mobile money s'est développé dans tous les autres pays. Et nous avons, dans la zone subsaharienne, dans la zone Afrique de l'Ouest francophone, hérité de tout cela. Et quand vous regardez les statistiques, la zone ouest africaine maintenant commence à être une des zones les plus développées en termes de mobile money. Et c'est vraiment sur cela que nous nous sommes concentrés pour faire en sorte, en tout cas, que nous puissions développer une activité qui règle réellement des problèmes. Avec 10 ans de recul, du coup, sur la digitalisation des paiements en Afrique de l'Ouest,
Comment vous avez vu évoluer l'écosystème fintech en Afrique? On parlait tout à l'heure de Wave et Jara, qui est la jeune pousse qui permet aux utilisateurs d'être détenteurs de leurs crypto-actifs grâce à un coffre-fort dont ils sont les seuls à détenir la clé. Du paiement en cash à la crypto, franchement, le secteur il a évolué très vite. Il a évolué très vite et je me rappelle au tout début, on était surtout dans le dépôt et le retrait. Nous, quand on est entré dans le marché, 99% des transactions, c'était dépôt et retrait. Les gens l'utilisaient pour faire du transfert d'argent. Aujourd'hui, on se retrouve dans un marché où de plus en plus le paiement s'est développé et le transfert international s'est développé aussi. On parle d'un peu plus de 30 milliards de dollars de transactions qui aujourd'hui passent par le mobile money, mais juste en termes de transactions depuis l'étranger, par exemple, ce qui n'existait pas quand on démarrait. Quand on démarrait, quand on envoyait de l'argent depuis l'étranger, ça atterrissait en cash, il fallait aller le retirer dans un réseau. Aujourd'hui, ça tombe dans du mobile money. Le paiement s'est beaucoup développé, comme je disais. Les commerçants, au début, où on n'avait que les stations Total, par exemple, qui sont nos clients, où on pouvait recevoir des paiements. Maintenant, vous allez au niveau du petit commerçant, celui qui vend du café au niveau du coin de la rue, le vendeur de fruits. Ils acceptent tous maintenant le mobile money. Le taxi donc, également. tous les taxis. Vous ne demanderez pas à quelqu'un aujourd'hui en Afrique, en tout cas dans notre zone, si je peux vous payer par mobile money et qu'ils vous disent non. Je pense qu'on a fait un grand pas ces dernières années. Sauf exception, effectivement. Exact. Puisque l'on parle, Omar Cissé, de la disparition progressive du cash au profit de paiements dématérialisés, de l'intérêt économique aussi de cette révolution, vous allez pouvoir réagir aux propos du patron de HPS. C'est un acteur marocain de ce secteur de la digitalisation des paiements. Nous avons reçu très récemment son directeur général, Abdeslam Alaoui. Vous savez que le cash, c'est vraiment un coût qui devient des fois insupportable pour une économie. Je prends le cas d'un pays africain où une étude a été faite il y a à peu près 6 ans, où le coût du cash représentait 0,7% du PIB. Donc c'est le coût du comptage, le coût de production, le coût de transport, le coût de sécuriser, le coût de reprendre, de gérer la fraude. Donc tout ça représente 0,7% du PIB. Donc vous imaginez de pomper 50% de ce cash, sans avoir produit quoi que ce soit, on augmente le PIB de 0,35%. Tous les pays africains sont très endettés, sauf peut-être quelques-uns. Et donc du coup, il va y avoir un effet direct sur le coût de la dette. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui est en train de s'installer. Omar Cissé, est-ce que vous êtes d'accord avec Abdeslam Alaoui qui dit qu'il y aurait énormément de bienfaits économiques à se débarrasser du cash, que le cash pénalise les économies africaines, collectivement? Je pense que M. Alaoui a raison. Le cash a d'abord un coût. Et ce coût, le mobile money est en train de l'enlever. Ça, c'est une chose. Mais aussi le fait d'être dans un monde sans cash accélère le business. Imaginez-vous ce que ça coûterait à une entreprise de collecter du cash, de l'amener en banque avec tous les risques que ça pose et le manque d'efficacité. Aujourd'hui, vous savez faire tout de suite une transaction et que la transaction se reflète sur un compte bancaire et peut être livrée la minute que suit. Je pense que ça change complètement la vision du business. Il y a un équilibre aussi quand on parle d'inclusion financière, qui est quand même au centre des préoccupations de bien des pays en Afrique. Comment mieux intégrer les zones rurales, les petites entreprises? Selon vous, quelles solutions restent à explorer pour rendre ces services accessibles à tous? La première difficulté pour les zones rurales, c'est l'accès aux services financiers. Comment faire en sorte que quelqu'un qui est dans son village puisse à un moment donné rompre, en tout cas faire en sorte d'établir le lien entre le physique et le virtuel, en tout cas le cash et le mobile money. Pour cela, il faut passer par un agent. Je le disais tout à l'heure, globalement dans le monde, on se retrouve avec près de 8000 agents, mais ces agents sont vraiment le lien entre le cash et le mobile money, parce que c'est au niveau de ces agents-là qu'on dépose de l'argent pour alimenter son compte, mais c'est d'abord au niveau de ces agents-là qu'on ouvre un compte mobile money, et quand on a besoin de retirer l'argent, c'est par ces agents-là qu'on passe. Si on n'arrive pas, parce que ces agents-là pourraient ne pas être très rentables quand il y a un déficit de transactions,
on pourrait ne pas retrouver assez d'argent dans des zones reculées. Ce qui fait que dans ces zones-là, on a du mal à aller vers le mobile money. Et donc, la première des choses à faire, c'est nous assurer que dans ces zones reculées, nous arrivions à avoir assez d'argent. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons eu à collaborer, par exemple, avec l'UNCDF, où nous avons identifié des zones les plus reculées au niveau du Sénégal. Et dans chaque zone, il s'agissait de doubler le nombre d'agents. Et nous avons réussi à en faire en sorte de doubler ces agents. Mais une fois qu'on a doublé ces agents, il fallait aussi mettre en place des relais. C'est une chose d'avoir des agents, mais à un moment donné, ces agents doivent aussi être alimentés en cash ou en unité virtuelle quand ils en ont besoin. Et donc, il fallait former d'autres personnes qui deviennent ce qu'on appelle des master agents, qui regroupent ces différents agents. Et c'était surtout cet écosystème-là réuni qui fait qu'à un moment donné, qu'on arrive à faire en sorte que le mobile money puisse être une réalité dans ces zones. Tout à fait. Du coup, il faut quand même des humains. Et donc, on est loin du virtuel. Ouais. Et donc, même si la mission d'InTouch, on l'a évoqué, c'est de créer une plateforme unifiée pour tous les moyens de paiement, la vision, dans quelle mesure elle reste proche de la réalité, du terrain pour toutes ces zones, et on va dire si on parle du Sénégal, pour le Sénégal urbain comme le Sénégal rural. Elle devient aujourd'hui une réalité. Ça a pris un peu de temps, ça a pris plus d'une dizaine d'années, mais comme je disais, au tout début, on faisait que du cash-to-cash. Aujourd'hui, bien sûr, les agents continuent à exister, mais de plus en plus aussi les banques entrent dans le jeu. La manière dont l'argent entre dans le dispositif évolue. De plus en plus, on arrive à envoyer de l'argent depuis l'étranger et ça atterrit sur un mobile money. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire en sorte que l'inclusion financière devienne une réalité, en fait. Omar Cissé, vous parlez en priorité du Sénégal, votre pays, mais à l'échelle continentale ou au moins sous-régionale, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour harmoniser encore davantage les transactions, pour qu'on puisse davantage échanger de l'argent entre le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali et bien d'autres pays? En ce qui concerne les fintechs, par exemple, on a deux barrières principales qui pourraient se poser. On a d'abord la barrière de la réglementation. On parle de l'Afrique comme si c'était un seul pays, mais l'Afrique, c'est 54 pays et chaque pays a sa régulation. L'avantage, c'est qu'on a quand même des zones. Quand on parle de la zone UEMOA, la Banque centrale vient de sortir une nouvelle instruction qui permet l'interopérabilité et qui ferait en sorte que les différents acteurs puissent communiquer. Je pense que c'est un très grand pas. Et adossé à ça, une réglementation qui permet aux fintech maintenant d'avoir un statut et d'être reconnus. Ça, c'était une forte demande du secteur et qui est en train de devenir une réalité. Mais l'autre pas à franchir, c'est que chaque pays reste un pays. Et malheureusement, quand une structure comme InTouch, on sera obligé de chercher une licence en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Bénin, etc., ça devient quand même toujours, ça reste un enjeu. Chantier en cours. Chantier en cours. L'autre enjeu, c'est l'enjeu financier. On ne peut pas parler de fintech sans parler de finances. Si on a du mal à faire en sorte que entre la Guinée et le Sénégal, que nous puissions nous envoyer de l'argent pour 2 filiales de InTouch ou du Sénégal vers le Cameroun, ça reste problématique. Nous pensons que cet aspect-là on arrivera vraiment à régler l'inclusion financière globalement en Afrique que si on s'attaque à ces vraies problématiques et le problème des transferts, des flux financiers entre les pays reste un enjeu très important. Comme on est rentré dans le dur des questions stratégiques, on va continuer. Vous, en tant que start-up qui a grandi très rapidement, comment vous avez structuré votre modèle économique pour rester compétitif face à des géants comme Paystack ou Flutterwave? Nous considérons Flutterwave, Paystack et autres comme étant on va dire des compétiteurs. Nous sommes dans les fintechs, l'avantage c'est que nous travaillons tous ensemble. Même si nous attaquons les mêmes clients parfois, il y a une certaine concurrence, mais beaucoup de compétition. Et donc, la plupart de ces acteurs qui viennent du Nigeria et de l'Afrique de l'Est sont aussi connectés à InTouch et utilisent notre plateforme
pour envoyer des transactions ou recevoir des transactions. Après, comment nous on évolue dans tout cela? Effectivement, nous avons choisi de bâtir une entreprise qui essaie juste de se mouvoir dans cet écosystème très fluctuant. Notre modèle a pratiquement changé tous les ans. Et je dis toujours à mes collaborateurs que nous n'arriverons à survivre que si nous arrivons à avoir des personnes qui comprennent que l'écosystème bouge et qui sont prêts à accompagner ce changement-là. Et tous les ans, nous nous sommes ajustés. Là où il y a, en 2014 plutôt, nous étions à 99% de notre chiffre d'affaires sur les petits commerçants. Aujourd'hui, nous sommes à 95% sur les grands commerçants, mais avec un modèle où nous fournissons du paiement sur mesure. Notre modèle on dit que nous sommes un acteur du bespoke payment. Nous fournissons du paiement sur mesure à nos clients. Alors, il y a de la concurrence, de la compétition, mais aussi des partenariats avec des banques sénégalaises. C'est ce qui s'est passé ces dernières années, mais aussi des partenariats avec des groupes industriels. Vous avez parlé tout à l'heure de Total Energy, c'était en 2017, je crois, ou CFAO en 2021. Est-ce qu'ils ont joué un rôle crucial, ces grands groupes, dans votre stratégie? Et est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez conseiller à une start-up de travailler, de s'adosser à une grande entreprise? À la différence de la plupart des fintechs qui ont levé des fonds au niveau des fonds d'investissement, des VC et autres, nous avons choisi de nous allier à des partenaires stratégiques. Et effectivement, le premier était un client. Total nous a demandé de déployer la solution dans 14 pays. Worldline, qui est aujourd'hui un des premiers acteurs du paiement au niveau mondial, donc premier européen et quatrième mondial, qui le premier a audité notre solution à la demande de nos actionnaires, qui ensuite a demandé à investir. Aujourd'hui, nos données sont gérées par Worldline, qui aujourd'hui un des leaders et qui assure la sécurité de toutes nos transactions. Plus tard, nous avons été rejoints par Toyota, CFAO Mobility 54, qui aujourd'hui est devenu un de nos meilleurs clients. Nous les accompagnons dans le domaine de la santé, avec leur filiale Laborex notamment. Nous les accompagnons dans la distribution avec leur filiale Carrefour et autres. Et c'est aujourd'hui pour nous le sens du partenariat que nous avons trouvé. Et nous sommes très satisfaits de ce que ça a donné. Beaucoup ont eu des craintes quand on a initié ce partenariat-là en nous disant « Oh là là, des acteurs du CAC 40 ou des acteurs qui sont aussi gros avec une petite start-up, ça peut être compliqué. » Mais tout se joue dans la confiance qui est mise en place et dans l'exécution par rapport aux besoins, aux solutions qui nous sont confiées. Et je pense que nous sommes arrivés à bâtir une vraie relation de confiance avec ces structures et nous sommes très heureux de ce que ça donne aujourd'hui. Il y a quand même des grains de sable dans ce secteur de la FinTech. Une question d'Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Exactement. Le paysage mondial de la FinTech semble quand même atteindre quelque part une saturation si on regarde la multiplication des acteurs. En France, par exemple, les levées de fonds ont chuté de près de 70% en 2023. Dans le monde, les financements ont baissé de 50%. Ça ne vous inquiète pas? Ça aurait pu nous inquiéter, mais je pense que c'est une étape d'une vie que le secteur traverse. Quand on regarde InTouch, nous, l'année dernière, nous avons processé près de 3 milliards d'euros de volume de transactions, ce qui représentait plus de 186 millions de transactions. Cette année, nous devrions faire au moins 4 à 5 milliards d'euros de volume de transactions. La croissance des fintech reste là. Après, il y a une psychose qui s'est créée dans ce secteur qui fait que, comme vous l'avez dit, que les investisseurs ont été moins attirés. Et je pense que beaucoup de structures n'ont pas, en tout cas, vendu ce qu'il fallait et n'ont pas donné les résultats qui étaient escomptés. Mais je pense que le domaine est en train de se structurer. Les vrais acteurs sont en train d'émerger. En tout cas, on voit des grands acteurs, quelques-uns qui se positionnent. Je continue à croire que le monde du paiement, ça deviendra à terme un monde des grands players, de ceux qui arrivent à offrir des solutions à une échelle régionale,
panafricaine ou mondiale. Donc des et en tout cas, peut-être des consolidations certainement. Nous sommes dans une phase où nous regardons beaucoup d'autres structures qui viennent compléter notre métier et qui viennent nous apporter autre chose et qui nous permettent d'accélérer. Nous discutons beaucoup aussi avec d'autres grandes structures qui nous approchent, qui viennent de l'Est, du Sud, et qui pensent qu'il nous faut consolider notre business. Et je pense que ça va être ça le sens du paiement parce que c'est un métier de confiance. Et pour vous, il y a encore des marchés à conquérir sur le continent africain, malgré la concurrence dont on parlait, d'entreprises nigérianes, ivoiriennes. Vous, l'écosystème sénégalais, vous avez encore des marchés à conquérir? Très largement. On a toujours l'habitude de nous dire en collaborateurs que notre problème, ce n'est pas le marché aujourd'hui. Notre problème, c'est l'exécution. Comment arriver à en faire en sorte que nous puissions délivrer la meilleure solution à nos clients et que nous puissions gérer en toute confiance leur argent. C'est le challenge. Il nous arrive de travailler avec d'autres fintechs pour proposer à un client quelque chose parce que le client cherche quelque chose de global. Nous nous mettons ensemble et nous apportons une solution. Le marché est là. Je pense qu'on en est au tout début de l'histoire. Je pense que nous ferons beaucoup plus que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et au-delà de l'Afrique, je pense que nous avons une expérience à partager avec le monde. Quand vous verrez les chiffres, l'Afrique subsaharienne se démarque très clairement sur le mobile money. Et je pense que nous avons appris un métier que nous pouvons exporter ailleurs. Mais pour l'instant, nous sommes assez occupés avec l'Afrique. Alors, Omar Cissé, avant de vous demander votre regard sur le Sénégal dans son entièreté, sur l'économie sénégalaise dans le reste du monde, quelques mots sur la féminisation de votre secteur. Il y a beaucoup de femmes dans vos effectifs chez InTouch. Est-ce que vous avez mis en place une forme de discrimination positive? Est-ce que vous avez embauché des femmes plutôt que des hommes, justement pour rééquilibrer les choses, dans un premier temps en tout cas? Je pense que les femmes n'ont pas eu besoin de cette discrimination. Je pense très sincèrement que si on y prend garde, c'est les hommes qui vont chercher du travail bientôt. Là où on devrait pousser les femmes à occuper plus de positions, c'est les hommes qu'on va devoir pousser. Parce qu'on le voit, plus dans les nouvelles positions qu'on ouvre, on voit plus de femmes que d'hommes. On se pose la question de savoir pourquoi. La femme, quand elle prend un sujet au sérieux, elle le prend vraiment au sérieux. Nous sommes dans un métier de confiance et comme je le disais, nous essayons de nous positionner comme le partenaire de confiance des transactions digitales et les femmes savent très bien jouer ce rôle-là. Nous avons chez InTouch, dans notre comité directeur, au-delà de moi-même, nous avons 3 hommes et 3 femmes. Mais 3 femmes qui ne sont là que par leur mérite. Moi, je dis qu'au recrutement, je ne regarde pas si c'est un homme ou c'est une femme. Je regarde les compétences. Et aujourd'hui, on a d'excellentes compétences au niveau des femmes, en tout cas dans toute notre zone. Omar Cissé, le fondateur sénégalais d'InTouch et notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va parler à présent et plus généralement de l'économie de votre pays et de sa place dans le monde. Et maintenant, je vous propose d'écouter un court extrait d'un discours historique. C'était en l'an 2000. Abdoulaye Wade, élu président du Sénégal face à Abdou Diouf, il prononce lors de sa prestation de serment ces quelques mots. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Beaucoup travailler, toujours travailler. Travailler, encore et toujours travailler. La recette, bien sûr, pour réussir. Omar Cissé, que faut-il entendre dans ce discours d'Abdoulaye Wade? Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux rémunérer le travail aussi? Je pense que c'est un discours très très fort, en tout cas nous qui nous a beaucoup parlé pendant des années parce que nous n'arrêtons pas de le dire, un de nos vrais défis c'est le travail. Nous pensons qu'on pourrait beaucoup plus travailler que ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup pensent que on a une expression même au Sénégal qui dit qu'on peut s'asseoir et voir les choses arriver. Rien ne s'obtient sans effort. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je pense que tout est possible. En tout cas, mon père a l'habitude de le dire. Il a l'habitude de dire une personne qui travaille et qui le fait dans la justice ne peut pas ne pas réussir.
Et il nous faut vraiment inciter nos populations à travailler encore plus. Il n'y a pas d'autre secret, c'est le seul moyen pour y arriver. Un peu de philosophie de vie avec Omar Cissé. Et on reparle d'économie sénégalaise à présent. Aurélie. Un quart de siècle après Abdoulaye Wade, le Sénégal vient donc de vivre un changement politique important avec l'arrivée au pouvoir du duo Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République et Ousmane Sonko comme Premier ministre. Des profils dits de rupture qui n'ont pas hésité à remettre en question dès leur arrivée les décisions prises par l'ancienne majorité. Quels sont selon vous les enjeux économiques les plus urgents pour le Sénégal aujourd'hui ? Ça me donne l'occasion, en tout cas, de vraiment saluer la grande démocratie sénégalaise, parce que pour nous, c'était une épreuve de notre démocratie. La manière dont on y est arrivé et dont on en est sorti, je pense, a surpris le monde entier. Et c'était une étape difficile, mais qu'on est arrivé à surmonter, et c'est vraiment l'occasion de saluer cela. Et j'espère que de plus en plus, nous allons encore consolider cette démocratie-là, parce que c'est un des enjeux majeurs si nous voulons bâtir une société solide. Et ça passera certainement aussi par la réussite économique. Exactement. Quelles sont les urgences ? Il n'y a que des urgences, vous me direz. Le peuple est beaucoup en attente et on a l'impression que les urgences sont partout. Le premier défi est de faire en sorte que nous puissions être, en tout cas, autosuffisants au niveau alimentaire. On parle de l'agriculture au Sénégal, on parle d'une forte population occupée par l'agriculture, mais malheureusement, une bonne partie de ce que nous consommons est encore importé. On a l'habitude de dire que si nous n'arrivons pas à produire ce que nous mangeons, nous ne pourrons pas s'en sortir. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu. Et l'autre enjeu, c'est vraiment le développement du secteur privé national. Nous pensons que faire en sorte juste que nous puissions avoir des points de croissance ne suffit pas si on n'arrive pas à avoir un secteur privé fort, parce que c'est le secteur privé qui, en définitive, supporte l'économie dans la pérennité. C'est une chose de faire quelques points de croissance cette année, mais c'est de maintenir cette croissance-là. Il nous faut des champions. Et je pense vraiment qu'un des défis aujourd'hui de l'État, ce serait d'identifier ces secteurs clés et de faire en sorte qu'il y ait de vrais champions qui émergent au niveau du Sénégal. Alors, on va détailler ces secteurs clés dans quelques instants. Il y a quand même une question budgétaire urgente et une question d'actualité, puisque le Sénégal, la note souveraine du Sénégal vient d'être dégradée par l'agence américaine Moody's. Problème de dette, problème de déficit public. Je voudrais vous faire réagir aux propos d'Abdoulaye Ly, c'est le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais que nous avons reçu ici il y a quelques jours. C'est une séquence assez défavorable. Une dégradation d'une notation n'est jamais bonne parce qu'elle participe de manière mécanique au renchérissement des coûts du crédit pour le pays concerné. Et à cet égard, le Sénégal devrait faire face à des difficultés, enfin disons à une charge de la dette encore plus importante. C'est disons un cercle vicieux qui s'instaure. Mais une fois passé cet épisode, une fois clarifié le débat, je crois qu'on s'achemine vers des meilleures perspectives. Parce qu'il y a quand même derrière tout ça un souci de transparence, un souci de gouvernance qui peut aussi, c'est une manière de voir le verre à moitié plein, qui peut constituer un moyen de rassurer les marchés quant à la volonté des nouvelles autorités d'appliquer la transparence dans la gouvernance économique. Le verre à moitié vide, la difficulté des déficits et la difficulté pour les investisseurs, ou alors le verre à moitié plein, davantage de transparence, donc un avenir a priori meilleur? C'est ce que j'appellerais reculer pour mieux sauter. Je pense qu'il était important pour le gouvernement, en tout cas le nouveau gouvernement, de s'asseoir sur des bases solides. Si ça doit passer par une dégradation des notes, si ça doit passer par une phase où nous devons restaurer la confiance des autres investisseurs, je pense que c'est une phase utile. Moi, en tout cas, je salue cette démarche-là et j'espère que ce n'est qu'une mauvaise phase que nous passons. Et que les années à venir, nous aurons beaucoup appris de cela et ça nous aura permis de mieux sauter. Il y a eu quand même beaucoup de remue-ménage, méninge, je ne sais plus si on dit ménage ou méninge, mais en tout cas, on dit les deux.
La question de la dette publique, certes, mais il y a aussi eu les audits qui ont été annoncés, retentissants au niveau des contrats conclus avec les sociétés étrangères internationales dans le pétrole aéroportuaire, par exemple. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous voyez l'impact des réformes prévues sur l'économie? Est-ce que vous pensez que ça peut créer des opportunités ou ça va les éloigner de financement pour des entreprises comme la vôtre, dans la tech, dans la fintech? Nos entreprises ne se développeront pas si nous n'évoluons pas dans un cadre de bonne gouvernance. Moi, je suis convaincu que la gouvernance est un de nos enjeux clés. Et les signes qui sont montrés par ce gouvernement-là sont des signes de bonne gouvernance. C'est du nettoyage, ça passe, c'est dur. Quand on veut faire bien les choses, ça passe par une étape où ça peut être dur. Tout le monde va en payer les frais. Nous en payons les frais aujourd'hui. L'économie a beaucoup ralenti. En tout cas, on sent que les populations dépensent moins et donc tout le monde le ressent. On sent qu'on a une pression fiscale un peu plus importante. Pour nous, ce n'est pas un problème si l'assiette fiscale est élargie. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre en place les stratégies pour élargir l'assiette fiscale, parce qu'il ne faut pas qu'on soit juste quelques entreprises à payer pour toutes les entreprises. Mais si on arrive à mettre en place des bases saines de bonne gouvernance, où tout le monde subit les mêmes, en tout cas, les mêmes répercussions des décisions, je pense qu'on arrive à un monde plus juste et plus égalitaire qui permettrait à une entreprise de mieux se développer. Nous encourageons cela. C'est du nettoyage. Vous dites que les Sénégalais doivent s'attendre à quelques années vraiment difficiles, des heures difficiles, avant d'aboutir à une situation Je pense bien que meilleure. sincèrement, oui. On est pressé. Tout le monde veut que tout change tout de suite. Mais on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Ça demande du temps de bien construire. Moi, je demande à ce qu'on construise bien pour les générations futures. Donc d'avoir une continuité politique ici. D'avoir une continuité politique, ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais après tout, ce qui est le plus important, c'est de mettre en place les socles d'une bonne gouvernance. Que beaucoup, en tout cas, je pense que chaque président a fait un pas dans ce sens. Le nouveau régime est en train de consolider cela par des réformes. On espère qu'ils feront beaucoup plus que ce qui est fait jusqu'ici. Et je pense que c'est comme ça que nous pourrions nous en sortir. Vous avez mentionné la construction. Si on est au sens littéral du terme, quand on considère tout ce qui a été construit en termes d'infrastructures au Sénégal, voilà, ça a contribué à faire du pays un des moteurs économiques de la région. Bruno l'a annoncé tout à l'heure, on va parler des secteurs. Quels sont les secteurs, selon vous, qui doivent être renforcés pour assurer une croissance à long terme dans les prochaines années? Le pétrole, le gaz, le tourisme, plutôt la technologie, autre chose? Je parlerai d'abord des secteurs que je connais. Je pense qu'il nous faut déjà, quand vous parlez du pétrole et autres que je connais moi, ça va être la base. Nous sommes très contents au niveau du Sénégal que nous puissions avoir des ressources supplémentaires qui viennent appuyer le développement. Mais ces ressources sont des ressources sur une durée limitée. Il faudra que ces ressources, en tout cas, j'aurais fortement suggéré que ces ressources viennent contribuer à renforcer d'abord l'éducation. Moi, je crois beaucoup aux ressources humaines. Je pense qu'on devrait faire en sorte que les ressources qui vont être tirées de ces secteurs-là viennent renforcer l'éducation pour que nous puissions préparer des générations futures. C'est une promesse du nouveau président et de son Premier ministre, de faire ruisseler ces ressources pétrolières et gazières. Ce devrait être la clé. Si on n'arrive pas à accompagner une génération future qui puisse être le socle de notre développement, on aura tout faussé. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses... Ça trancherait en tout cas avec ce qui se passe dans beaucoup de pays africains où on sait que les revenus des hydrocarbures ne sont souvent pas reversés au profit de l'éducation et du reste de la population. Exactement. On nous a toujours dit que le pétrole serait certainement une malédiction chez nous. Jusqu'ici, j'ai l'impression que non. On a la chance d'avoir en tout cas un changement de régime un nouveau régime qui est en train de regarder un peu tout ce qui a été fait et de mettre des bases pour que ça se passe mieux dans la suite. Je ne suis pas du tout politique. Je ne suis pas du tout politique. Mais pour dire que l'espoir que nous, ça nourrit. Parce que je pense aux générations futures et cela ne doit servir qu'à faire en sorte que nous puissions préparer une génération future. L'autre secteur auquel je pense vraiment, c'est l'agriculture. Je disais, nous devons nourrir de ce que nous produisons.
On ne s'en sortira pas si on continue à importer ce que nous produisons. Le troisième secteur que je connais très bien, qui est le domaine des technologies, je pense que jusqu'ici, ce levier n'est pas encore assez utilisé dans nos pays. Nous avons la possibilité de faire ce que nous appelons le leapfrogging. Je me rappelle, j'ai pas, en tout cas, oui, j'ai participé à ça, à la naissance du mobile. Quand ça arrivait, on se disait, oui, mais l'Africain n'a même pas en moyenne $1 par jour, comment il va payer un téléphone? Aujourd'hui, nous avons fait ce saut-là. Nous sommes allés même plus loin. Nous avons fait le mobile money et nous sommes plus en avance que tout le monde partout. Et donc, nous avons rattrapé plusieurs années de retard d'inclusion financière. Et je pense que la technologie est un accélérateur et nous devrions compter dessus. Alors justement, la tech et le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye semble très intéressé par votre secteur. La preuve, lors de sa récente tournée aux États-Unis, il a rencontré les dirigeants de NVIDIA, énorme société américaine dans le domaine des puces électroniques. Est-ce qu'il faut encourager, selon vous, les collaborations avec les GAFAM et avec les autres géants de la tech américaine et d'autres nationalités? Je pense que oui. Je pense qu'on a besoin de créer des champions. Et ces champions-là peuvent être tirés par des champions qui sont déjà là. Et ça ne posera pas de problème en termes de souveraineté économique? Je pense pas. De protection des données aussi, on s'en inquiète beaucoup. Je pense pas. Et si vous avez vu, un des gestes que le président a posé, c'est qu'il a été accompagné par son secteur privé national. En se disant, il croit beaucoup à la collaboration entre les pays, mais avec un secteur privé national fort. Ça ne sert à rien, je suis d'accord avec vous, d'avoir de grandes sociétés qui viennent, qui nous amènent des technologies et qui repartent. On a besoin de relais. Quand je prenais l'exemple aujourd'hui de la collaboration que nous, on a développée avec nos actionnaires, Total, Worldline, CFAO, ce sont des grands groupes qui, peut-être il y a quelques années, une dizaine d'années, trentaine d'années, venaient investir et repartir eux-mêmes. Aujourd'hui, le sens de la collaboration a changé. On passe par des structures qui portent le relais et qui portent la croissance et qui sont des structures locales, qui deviennent des championnes et qui, demain, pourront assurer la pérennité de la croissance. Tu commences avec un, demain, tu t'ouvres à d'autres et c'est comme ça que, de manière pérenne, qu'on arrive à transmettre ce qu'on a appris aux générations futures. Le nouveau président sénégalais était aussi récemment en Chine, où il a visité le centre de démonstration de Huawei lors du sommet Chine-Afrique. Il a échangé même directement avec Xi Jinping. Quelle est votre vision des relations économiques avec des puissances mondiales telles que la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, on n'a pas évoqué? Comment le Sénégal pourrait tirer parti de ces alliances et stimuler son économie et autres? Le signal qu'il a montré est fort. Je pense qu'il a fait la France récemment, il a fait les États-Unis récemment, il a fait la Chine. Ça montre en tout cas ce que le positionnement du Sénégal qui a toujours été adopté. Le Sénégal a toujours été ouvert au monde. Nous avons effectivement une relation privilégiée avec la France qui est une relation historique. Le Sénégal s'est beaucoup ouvert à la Chine, en tout cas lors du passage du président Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall s'est ouvert aussi à toute la partie asiatique plus tard. Mais c'est ça l'histoire que nous cherchons à construire. Nous ne sommes pas dans une dynamique où nous disons que nous restons avec certains et nous ne travaillons pas avec d'autres. L'ouverture, en tout cas les dernières visites qu'a faites le président, aujourd'hui montre vraiment cette ouverture-là que nous confirmons et j'espère que nous allons connaître en tout cas à bâtir quelque chose dans la diversité. C'est le sens en tout cas de tout ce que nous faisons jusqu'ici. Le Sénégal, Omar Cissé, à présent, dans le contexte ouest africain, les synergies régionales sont souvent évoquées pour renforcer l'intégration économique sur le continent. Comment est-ce que vous voyez la collaboration avec les autres pays de la région, les plus proches en priorité, pour créer un écosystème dans le secteur de la tech, par exemple, mais ça marche aussi pour les autres secteurs? C'est un vrai enjeu. On sent bien qu'il y a des difficultés là en ce moment. Oui, c'est un vrai enjeu. Nous InTouch, on est dans tous ces pays-là. On est au Mali, on vient de lancer la filiale nigérienne, on est au Burkina, on est en Guinée-Conakry et avec des collaborateurs de ces pays. Donc nous réclamons comme étant une société panafricaine. Et donc nous vivons les réalités de ces pays.
Et vous avez été freiné quand même par les événements au Sahel, dans les pays que vous citez? Pas vraiment. Nous avons l'avantage que dans le monde du paiement, très souvent, n'est pas très impacté parce que quoi qu'il arrive, les gens continuent à faire du paiement. Quand les pays vivent une crise, il y a de plus en plus de transferts d'argent internationaux. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut, mais les crises, les crises n'ont pas un impact négatif dans le monde du paiement. Mais par contre, ça joue effectivement sur la pérennité qu'on pourrait envisager pour l'entreprise, parce qu'on se retrouve dans des pays où il nous faut faire attention dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, avec qui nous travaillons, parce que nous devons respecter les règles. Si un pays dans lequel nous évoluons ne veut plus travailler avec un autre pays, nous sommes obligés de nous contraindre parfois d'arrêter certains marchés. Ce qui peut être difficile, mais c'est le choix du pays que nous respectons. Nous pensons qu'ils ont fait des choix que nous respectons. Nous sommes très soucieux de la stabilité de ces pays-là parce que s'ils ne sont pas stables, le Sénégal ne sera pas. Et nous avons intérêt tous à travailler d'un commun accord pour développer la stabilité de ces pays. Et j'espère en tout cas que nos présidents respectifs l'ont compris et travaillent dans ce sens-là. Je l'espère vraiment. En tout cas, vous développez un point de vue plutôt positif. Vous dites que ces crises, notamment pour nommer l'annonce de sortie des pays, des 3 États de l'AES, de la CEDEAO, ça crée plus de transferts, plus de paiements, donc c'est bon pour le business du paiement. Néanmoins, il y a quand même un effet pervers ou négatif attendu. Si ces pays vont jusqu'au bout, la sortie de l'union monétaire, etc., on peut craindre un ralentissement de l'activité, on peut craindre des difficultés, des barrières, des nouvelles réglementations, au détriment du coup de l'inclusion financière. Très clairement, je pense que ces pays ont exprimé leurs raisons par rapport à la sortie de la CEDEAO, que nous respectons. Nous espérons vraiment que ça n'ira pas jusqu'à la sortie de l'UEMOA, parce que nous le vivons aujourd'hui. Quand on est dans l'espace UEMOA, les transferts frontaliers sont très, très fluides. Quand on est hors de l'UEMOA, c'est extrêmement compliqué. Continuer à bâtir des zones monétaires, on devrait les renforcer et on ne devrait pas, en tout cas, les affaiblir. J'espère vraiment que tous ces pays-là vont se retrouver autour d'une table et que ces barrières qu'on est en train de faire tomber, on va les soulever à nouveau. Notre président s'est engagé à travailler dessus pour que ces pays-là reviennent au niveau de la CEDEAO. Encore une fois, je ne me prononce pas sur les raisons, mais j'encourage vraiment à ce qu'on revienne vers des zones monétaires, des zones économiques. On le voit, nous, on voyage beaucoup. Quand on a un passeport CEDEAO, on entre dans tous les 16 pays de la CEDEAO sans aucune barrière. Dès qu'on sort de l'espace CEDEAO, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, faire tomber ces barrières-là n'aide pas du tout. Donc, vous appelez à un apaisement du débat, par exemple, sur le franc CFA. On sait que c'est un sujet qui divise dans la région. C'est un sujet complexe. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir une monnaie stable et une monnaie partagée par un plus grand nombre de pays. Nous, on le vit au quotidien. La division des espaces monétaires est un vrai problème pour le business et un vrai problème pour les populations. Et donc, j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver de la sérénité dans ce débat-là et à prendre les meilleures décisions. Je ne sais pas présager de la meilleure décision, mais la seule chose que je dis, c'est que nous avons intérêt à nous retrouver tous dans un même espace monétaire qui puisse nous garantir la fluidité des échanges entre nous, mais aussi la fluidité des échanges avec le monde. Donc ne pas faire dans l'urgence et ne pas faire en ordre dispersé. Ça veut dire que si on devait passer à une autre monnaie, il faudrait le faire à l'échelle régionale, selon vous? Ça vous semble vraiment possible? Moi, si je devais proposer, ce serait une seule monnaie pour toute l'Afrique. C'est un rêve fou peut-être, mais vraiment, si nos dirigeants voulaient travailler pour le bien de l'Afrique, c'est ce vers quoi on devrait aller. On devrait avoir une monnaie unique, un espace unique, où les gens voyageraient d'un pays à un autre sans barrière. Ce n'est pas normal que quand je dois aller en Afrique du Sud, que j'ai besoin d'un visa. Ce n'est pas normal que quand je dois voyager au Kenya, que je passe par des processus très complexes. Ce n'est pas normal. Vous êtes pro-ZLECAf? Je suis pro-ZLECAf et même plus si on pouvait l'élargir. Je crois beaucoup à l'outil PAPS qu'ils sont en train de mettre en place,
On appelle ça de tous nos voeux. Nous avons commencé l'interconnexion avec le PAPS et on est sans cet outil-là qui nous permettrait de fluidifier les échanges financiers entre nos pays. On a des problèmes, on a un blocage. On parle beaucoup de l'Union africaine, on ne parle pas assez de ces problèmes, mais je pense que c'est les vrais problèmes auxquels on devrait s'attaquer. Comment est-ce qu'elle pourrait s'appeler cette monnaie? Vous y avez peut-être pas... Africa, vous y avez peut-être pas encore trop réfléchi, il faudrait faire un brainstorming, mélanger nos cerveaux. On parle souvent de la diaspora, des diasporas, comme d'une ressource clé pour le développement économique du continent africain. Quelle opportunité vous voyez dans la création de services qui seraient dédiés à cette diaspora, à ces diasporas spécifiquement? Est-ce que la FinTech peut aider à fluidifier les relations économiques entre les diasporas et les pays d'origine? Les envois de la diaspora vers l'Afrique, c'est environ 54 milliards de dollars tous les ans. C'est énorme. C'est plus que même les IDE, investissements directs étrangers. C'est énorme. Donc, en termes de contribution, la diaspora est une vraie contributrice. Elle a encore du mal à s'impliquer en Afrique comme elle l'aurait souhaité. Je pense qu'on a vu au niveau politique des aménagements qui ont été faits dans des pays. On trouve par exemple au Sénégal des députés de la diaspora, on trouve des ministères avec des départements qui leur sont dédiés, mais ça ne suffit pas. J'ai eu à beaucoup échanger avec des organisations de la diaspora qui veulent investir en Afrique, mais le cadre structuré ne le permet pas toujours. Et je pense vraiment qu'il faut continuer à voir, est-ce que c'est une banque, est-ce que c'est une structure d'investissement, ou est-ce que c'est des sociétés de soft landing parce que leur permettent d'atterrir, parce que la plupart des gens de la diaspora, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a l'impression que tout le monde veut immigrer. Ceux qui sont dans la diaspora, au bout d'un certain moment, veulent rentrer, mais ils ont du mal à rentrer. Moi, chez InTouch, j'ai beaucoup de la diaspora qui sont rentrés parce qu'ils ont trouvé une opportunité, mais tout le monde n'en trouve pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas des dispositifs de soft landing qui leur permettraient d'atterrir plus facilement et de venir investir et contribuer? C'est ce qu'ils ne demandent que ça, mais ça demande à être structuré. Pour l'instant, du moins le gouvernement semble avoir tranché en faveur d'une banque de la diaspora. Pour vous, c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne initiative. Nous sommes une start-up et notre credo, c'est qu'il faut toujours tester. Et si ça ne marche pas, on fait autre chose. Mais il faut essayer. Et je pense que vaut mieux ça que de ne rien faire. Et une banque peut être un bon début. J'espère qu'à un moment donné, ça attirera sur un fonds d'investissement parce que c'est des gens qui demandent à beaucoup investir. Mais de là où ils sont, n'ont pas toute la visibilité et n'auront pas les moyens de suivre leur investissement. J'espère que ce sont des outils qui vont venir les uns après les autres. Mais c'est un bon début, ouais. Le poids des diasporas, voilà qui nous mène indirectement au débat sur l'immigration en Europe. Quels bénéfices pour les économies, de part et d'autre d'ailleurs? On voudrait vous faire réagir aux propos du ministre français de l'Intérieur, très récemment nommé Bruno Retailleau, chez nos confrères de LCI. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir, qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc., comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Omar Cissé, vous qui êtes au contact de la jeunesse africaine, pas seulement sénégalaise, une jeunesse parfois désireuse de trouver un emploi ailleurs qu'en Afrique? Je pense qu'on voit beaucoup de différentes écoles en France, hein, et ça, c'est une des écoles. D'autres encouragent beaucoup l'immigration. Certains sont plus pour la diversité. Moi, ce en quoi je crois, c'est que il y a quand même un raidissement général en Europe sur ces questions. Il y a de plus en plus de gouvernements qui essayent de restreindre l'immigration et la circulation des personnes. Très clairement, depuis que je suis là, depuis hier, à la télé, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, que de l'immigration, et j'ai vu que c'est devenu un vrai enjeu pour l'Europe, et certainement pour des raisons que l'Europe connaît. Mais je pense que nous devions nous-mêmes nous regarder et nous dire les choses franchement. Ce qui est en train de se passer ne peut pas continuer, très clairement. On ne peut pas
continuer à dire que nous continuons sur les autres, nous comptons sur les autres, c'est que je crois que les barrières doivent tomber d'abord. Les barrières entre les pays ne doivent pas exister. Et ce n'est pas normal qu'on ait ce débat-là. Moi, c'est ma conviction. Mais ceci dit, qu'est-ce que nous devons faire pour faire en sorte que les gens aient plus envie de venir en Afrique que d'aller en Europe? Et c'est la question. Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'abord la gouvernance dans nos pays. On doit travailler encore plus sur la gouvernance. On doit donner de l'espoir à nos jeunes. Leur donner de l'espoir, c'est d'abord participer à leur formation. Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Il nous faut mettre toute l'énergie qu'il faut pour que nos jeunes soient assez éduqués. Et je pense que quand ils sont assez éduqués, on veut d'eux d'ailleurs. C'est quand ils ne sont pas assez éduqués qu'on les traite d'immigrés. Mais quand ils sont assez éduqués, on ne les traite plus d'immigrés. On les traite comme des stars, on les traite comme des grands footballeurs, on les traite comme des gens qui apportent quelque chose. Mais quand ils ne sont pas assez éduqués, malheureusement, on est rejeté. Et il nous faut faire en sorte que nous puissions être acceptés. Et je pense que quand nous serons acceptés, en Afrique, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Mais on n'a pas encore le cadre qui nous permet de développer cela et de faire en sorte que nous soyons ceux qui attirent les autres et que nous ne soyons pas attirés plutôt par les autres. Donc le problème revient aux Africains. Alors justement, beaucoup d'Africains qui émigrent ailleurs dans le monde veulent revenir au pays, vous l'avez dit tout à l'heure, et souvent c'est le retour aux racines qui les motive. Les racines au sens propre du terme, l'attachement à la terre, à l'agriculture, que vous partagez. Vous possédez une ferme au Sénégal, on l'a vu pendant le portrait. Qu'est-ce que vous y cultivez ? Je suis dans 3 activités. Je suis dans l'arboriculture. Donc, je me dis qu'un jour, je serai un des plus gros producteurs de citron en Afrique. Donc, j'en suis à mes tout débuts. C'est d'abord par passion et parce que c'est aussi ma soupape. Quand on est dans une activité comme la nôtre qui est très tendue, on a besoin à un moment donné de pouvoir respirer. Et en tant que vrai Africain, la terre nous parle encore. Et pour moi, retourner à cette terre-là et toucher les arbres ou toucher le citron quand il faut, c'est quelque chose qui a une très grande valeur pour moi. Et ça revient à ce que je disais, nous devons produire ce qui nous nourrit. Et j'espère que demain, je serai un des contributeurs qui ferait que l'Afrique se nourrit de ce qu'elle produit. C'est vous qui vous occupez de tout ça en parallèle ? Vous arrivez à concilier vos différentes activités et vos agendas en fonction de la pluviométrie, en fonction de la météo, des récoltes, de tout ça? C'est une activité complètement séparée avec une équipe séparée, une équipe très compétente qui s'en occupe. Moi, je n'ai pas plus de temps que pendant le week-end pour cette activité-là. Mon rêve, c'est un jour de terminer fermier. À temps plein. Et à temps plein. J'espère que j'y arriverai une fois que j'aurai atteint mon objectif avec InTouch. Le cerveau fonctionne mieux quand on a passé 1 ou 2 journées dans la nature? Ah, mais très clairement, j'en ai fortement besoin et sans cela, j'ai du mal à reprendre la semaine. Omar Cissé, cette émission arrive quasiment à son terme. Il y a sans doute des personnages qui vous ont marqué plus que les autres. On vous a demandé un choix musical. Vous avez choisi l'un de vos compatriotes, Youssou N'Dour, que l'on connaît très bien. Extrait, on va l'écouter, d'un concert donné en 2022 dans une grande salle parisienne. Walk together, keep on walking. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko, Nelson Mandela. New Africa, c'était Youssou N'Dour. Omar Cissé, votre compatriote, vient de citer Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko, Nelson Mandela. Est-ce que ce sont encore des sources d'inspiration pour les Africains d'aujourd'hui ? Voilà, ce sont des figures, on va dire, du passé. Est-ce qu'il y a eu un renouvellement dans les grands modèles africains ? Ça reste des personnages emblématiques pour tout Africain. Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre.
Cela se renouvelle par une nouvelle génération qui arrive, qui est plus ou moins connue. C'est comme quand on parle du football, je pense que des Pelé, il n'y en a pas 10, des Steve Biko, Mandela, il n'y en a pas 10. Mais je suis convaincu que de plus en plus, nous avons un renouvellement des consciences de nos populations et nous arrivons de plus en plus à faire émerger ce type de personnages. Ces valeurs de l'antiracisme, ces valeurs de liberté, ce sont des valeurs qui aujourd'hui portent dans les nouvelles générations ? De plus en plus et à plus jeune âge maintenant, je pense que de plus en plus vous verrez à tous les âges des jeunes qui portent des combats et on ne parle pas d'une personne emblématique, on va avoir beaucoup de communautés qui se créent et qui portent des combats. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. TikTok y est pour beaucoup. On peut maintenant porter un combat et le vulgariser de manière beaucoup plus simple que c'était possible avant. Et donc, oui, je pense qu'on en trouve de plus en plus. Ouais. Vous parlez des jeunes figures grâce aux réseaux sociaux. Il y a notamment sur le sujet du climat. La COP va bientôt s'ouvrir en Azerbaïdjan au mi-novembre. Il y a Vanessa Nakate, la jeune Ougandaise qui se bat pour justement plus de justice entre les pays du Nord qui polluent et les pays du Sud et notamment nombreux pays africains qui ne polluent pas et qui subissent les conséquences du changement climatique. C'est aussi une force. Le climat en Afrique, c'est un fort combat aujourd'hui. C'est un combat, en tout cas, comme en tout cas le monde le dit, apparemment l'impact sera bien plus important en Afrique que partout ailleurs, même si on est les moins qui polluent, donc c'est une réalité. Mais je pense qu'il nous faudrait redoubler plus d'efforts. Je pense qu'on pourrait porter encore plus ce combat-là. Le discours qui sort très souvent, c'est on pense plus à manger qu'à l'avenir, donc on s'occupe plutôt du présent et pas de l'avenir. Je ne suis pas d'accord. Je pense que si on ne s'y met pas tous, demain on en subira les conséquences et très clairement ce combat gagnerait à être encore mieux porté en Afrique. On peut chercher du pétrole et du gaz et en même temps combattre le réchauffement climatique. Je pense que ce n'est pas incompatible. Nous sommes obligés de vivre de nos ressources. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous polluions le moins possible et que nous puissions participer à l'effort mondial? C'est un enjeu de combiner les deux, mais ça devrait être possible. Un grand merci, Omar Cissé. Merci. Merci d'être passé ici dans les studios de Radio France Internationale pour cet entretien réalisé avec nos partenaires de Jeune Afrique. Merci Aurélie Mbida. Merci Bruno. On peut en lire les meilleurs moments sur jeuneafrique.com. La vidéo est sur YouTube. Merci également à nos réalisateurs Steven Elsley et Guillaume Munier.